Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'Hollywood, là où la magie du cinéma cache parfois des tragédies imprévisibles. Vous pensez connaître l'industrie du divertissement, mais attendez de découvrir ce qui se cache derrière les caméras. Vous ne regarderez plus jamais un film de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car la dernière histoire révèle un détail que personne n'aurait dû ignorer. Le 20 février 2014, Sarah Jones arrive sur le plateau de Midnight Rider pour son premier jour de travail. Cette assistante caméra de 27 ans rayonnait de bonheur, prête à collaborer avec de grands noms de l'industrie. Sarah avait déjà travaillé sur plusieurs productions, notamment la célèbre série Vampire Diaries. Sa joie de vivre et son éthique de travail irréprochable la rendaient appréciée de tous. Mais ce premier jour sur le plateau allait aussi être son dernier. La veille au soir, Sarah avait confié à son père, Richard Jones, qu'elle se sentait nerveuse. Elle trouvait étrange que le film soit à petit budget, malgré la présence de William Hurt. Certains supérieurs lui posaient des questions, auxquelles ils auraient dû connaître les réponses. Malgré ces signaux d'alarme, Sarah décide de faire confiance à son professionnalisme. Le réalisateur, Randall Miller, filme une séquence de rêve près d'un pont ferroviaire centenaire. Cette voie ferrée de 110 ans enjambe la rivière Altamaha en Géorgie. Le terrain est sauvage, traversé par des cours d'eau, loin de toute civilisation. L'équipe installe un lit métallique au milieu des rails pour la scène onirique. Mais la compagnie ferroviaire CSX avait demandé aux producteurs de déménager ailleurs. Ils tournent donc sur le pont, sans autorisation officielle ni connaissance de la compagnie. Si ce thème vous captive, abonnez-vous à Flappant Histoire et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant de commencer le tournage, on informe l'équipe qu'elle aura 60 secondes pour évacuer en cas d'arrivée d'un train. 1 minute, c'est tout ce qui séparerait la vie de la mort. Cette annonce rend l'équipe de plus en plus nerveuse. Certains membres forment même un cercle de prière avant de continuer. Sarah Jones court partout ce jour-là, transportant du matériel coûteux et surveillant les caméras. L'équipe place le lit en métal et un matelas au centre des rails. Cette séquence de rêve prometteuse va se transformer en cauchemar réel. Soudain, l'équipe entend un bruit de plus en plus fort, de plus en plus menaçant. Quand ils lèvent les yeux, ils voient un train de marchandises foncer sur eux. Sa locomotive hurlante se rapproche à une vitesse terrifiante. 60 secondes, c'est tout le temps dont ils disposent pour quitter les rails. Pour s'échapper, ils doivent courir dans la direction d'où vient le train mortel. Le réalisateur, Randall Miller, crie à tout le monde de courir, de tout abandonner. Mais Sarah Jones, consciencieuse, s'arrête pour soulever plusieurs sacs d'équipement. Elle crie, demandant quoi faire du matériel de caméra si précieux. Tous lui hurlent de laisser tomber et de courir pour sauver sa vie. Pendant ce temps, d'autres membres tentent de retirer le lit métallique des rails. Ils craignent qu'il ne fasse dérailler le train et ne provoque une tragédie encore plus grande. Leurs efforts sont vains. Le lit est trop lourd. Le train avance trop vite. Quand la locomotive percute le lit avec une force destructrice, les débris volent dans tous les sens. Un morceau de ces débris frappe Sarah Jones, qui cherchait refuge sur la passerelle. L'impact la projette directement sur les rails, où le train l'écrase mortellement. Seul son corps mutilé reste sur place, témoignage de cette tragédie évitable. En voyant le corps de Sarah, certains membres de l'équipe se mettent à crier d'horreur.
Le réalisateur pleure. L'équipe entière est traumatisée par cette vision d'épouvante. Ils aident à récupérer le corps de Sarah en attendant l'arrivée des secouristes. Plusieurs membres de l'équipe sont également blessés et nécessitent des soins médicaux urgents. Randall Miller purge 2 ans de prison avant de passer en probation. Le producteur exécutif Jay Sedrich voit sa peine réduite à une simple probation. Midnight Rider ne sera jamais terminé ni sorti en salle. Près de 1000 personnes assistent aux funérailles de Sarah Jones. Sa mort tragique déclenche la campagne Safety for Sarah pour une sécurité accrue dans la production cinématographique. Le 21 octobre 2021, Halyna Hutchins dirige la photographie sur le plateau de Rust. Cette directrice ukrainienne de 42 ans possède un talent artistique reconnu dans l'industrie. Ce jeudi 21 octobre, Halyna travaille sur le plateau de Rust près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. L'équipe s'apprête à filmer une scène de fusillade à l'intérieur d'une église. Alec Baldwin, vedette et producteur du film, décide de répéter avant le tournage officiel. Halyna l'assiste pendant qu'il s'entraîne à une technique de dégainage de revolver. Le premier assistant réalisateur, David Halls, remet à Baldwin l'arme de la scène. Il s'agit d'un revolver Pieta Colt 45, supposé ne contenir aucune balle réelle. En remettant l'arme, David Halls proclame « Cold Gun », signalant que l'arme est inoffensive. Personne n'a de raison de douter de cette affirmation standard sur les plateaux. Le plateau compte aussi une armurière, Anna Gutiérrez Reed, chargée de la sécurité des armes. Malgré sa présence, il y avait déjà eu au moins 2 incidents avec les armes précédemment. Alec Baldwin tient fermement le revolver tout en parlant à Halyna Hutchins. Il lui explique le processus, montrant à la directrice de la photographie ce qu'il va faire. À peine a-t-il prononcé « bang » qu'une balle en plomb transperce la poitrine d'Halyna. Cette véritable balle continue sa course et se loge dans l'épaule du réalisateur, Joel Souza. Halyna tombe en arrière, terrifiée, tandis que les membres de l'équipe se regroupent autour d'elle. Alec Baldwin crie sous le choc, incapable de comprendre ce qui vient de se produire. Halyna Hutchins est transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle est déclarée morte quelques heures plus tard. Presque un mois après l'incident, la script du film dépose une plainte civile. Elle accuse Baldwin de jouer à la roulette russe en pointant le revolver sur Hutchins. Le 2 décembre, l'acteur s'exprime publiquement, affirmant ne pas savoir comment cette balle s'est retrouvée là. La famille d'Halyna dépose une plainte pour mort injustifiée en février 2022. Il pointe le comportement irresponsable et les économies réalisées par Baldwin et d'autres. Un accord dans leur procès est annoncé le 5 octobre 2022. En novembre, Baldwin poursuit l'armurière Anna Gutiérrez Reed et plusieurs autres membres pour négligence. L'acteur est officiellement inculpé d'homicide involontaire en janvier 2023. Il plaide non coupable et les charges sont abandonnées au printemps 2023. Une nouvelle inculpation d'homicide involontaire est établie en janvier 2024. Anna Gutiérrez Reed est reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 18 mois de prison en mars 2024. Le 23 juillet 1982. Il est tard dans la nuit, mais le plateau de Twilight Zone, The Movie, grouille d'activité. John Landis, 31 ans, réalisateur d'Animal House, dirige son film avec sa poigne habituelle. La scène nocturne exige que l'acteur Vic Morrow porte 2 jeunes enfants hors d'un village dévasté. Mika Dinle, 7 ans, et René Shinyi Chen, 6 ans, ne sont même pas des acteurs professionnels.
Ils ne sont même pas censés être sur le plateau à cette heure si tardive. Landis viole les lois californiennes sur le travail des enfants en les faisant tourner sans permis. À 53 ans, Vic Morrow est un acteur chevronné avec une filmographie impressionnante. La scène va être violente, avec des explosions et un hélicoptère en vol stationnaire. Vic Morrow joue Bill Connor, un homme transporté dans le temps jusqu'à la guerre du Vietnam. L'hélicoptère, piloté par Dorsey Wingo, vétéran du Vietnam, ajoute au danger et à l'urgence. Il va pleuvoir de grandes explosions pendant que l'appareil survole la scène. En vol stationnaire à environ 7 mètres du sol, l'hélicoptère se positionne dangereusement. Morrow, tenant les enfants dans ses bras, doit traverser la rivière de manière héroïque. Le village factice derrière les acteurs éclate en flammes contrôlées. Morrow commence à se frayer un chemin à travers la rivière, portant les 2 petits dans ses bras. Alors que Wingo manœuvre l'hélicoptère, un gros effet de mortier explose en dessous. Des débris et un couvercle métallique s'écrasent sur le rotor de queue de l'appareil. Le rotor, crucial pour stabiliser l'hélicoptère, se brise sous l'impact. Le pilote, terrifié mais novice, ne veut pas interrompre le tournage. Il bouge à peine alors que l'hélicoptère commence à tourner hors de contrôle. En bas, l'acteur vient de lâcher René. Micah est encore dans ses bras. L'hélicoptère incontrôlable plonge vers eux dans un fracas métallique. Les pales principales frappent Morrow et Micah, les découpant instantanément. René est écrasé par le patin droit de l'hélicoptère qui s'écrase. En un instant, les 3 vies sont éteintes dans cette tragédie évitable. Le chaos et le bruit du plateau sont remplacés par un silence étrange. Puis la mère de René commence à crier, brisant ce terrible sort. Le pilote survit miraculeusement à cet accident horrible. Les forces de l'ordre arrivent sur les lieux juste avant l'aube. Lors du procès, il est révélé que le pilote avait tenté de s'éloigner des explosions, mais il avait totalement perdu le contrôle de son appareil. Le directeur de production Dan Allingham avait senti le danger et demandait une pause. Mais le réalisateur, John Landis, avait ordonné que l'hélicoptère descende encore plus bas. Stephen Lydecker, opérateur de caméra, témoigne de l'attitude désinvolte de Landis face au risque. Il raconte une remarque glaçante faite par Landis. On pourrait perdre l'hélicoptère. Les batailles judiciaires durent plus d'1 décennie. Landis ainsi que 4 autres personnes sont accusés d'homicide involontaire, mais ils sont finalement acquittés dans une décision controversée. Dans une interview de 1996, Landis déclare que la tragédie le hante chaque jour. Elle a eu un impact énorme sur sa carrière et sa vie personnelle. Le 30 mars 1993, Brandon Lee tourne l'une de ses dernières scènes en tant qu'Eric Draven. Le personnage principal de The Crow devait propulser sa carrière vers les sommets. À 28 ans, Brandon est une étoile montante et l'héritier d'un immense héritage. Il est le fils du légendaire acteur Bruce Lee, mort mystérieusement en 1973. The Crow, un thriller surnaturel sombre, devait être le rôle révélateur pour Brandon. Ce soir-là, Brandon se prépare à tourner une scène où son personnage, Eric Draven, est brutalement assassiné. La veille, en parlant à sa mère au téléphone, Brandon lui avait confié qu'il était heureux. Il était content de tourner sa dernière scène impliquant des armes. Il était prêt pour quelque chose de nouveau et se réjouissait de son prochain projet. Alors que les caméras tournent ce mardi 30 mars 1993, le personnage de Brandon entre dans son appartement.
il découvre sa fiancée en train de se faire agresser par une bande de voyous. Dans le chaos, un voyou joué par Michael Massee pointe un revolver Smith & Wesson sur Brandon. Il appuie sur la gâchette exactement comme prévu par la scène. Plus tôt, l'arme avait été chargée avec des cartouches factices. Ces vraies cartouches avaient eu leur poudre retirée, laissant l'amorce intacte. Elles étaient conçues pour paraître réelles à l'écran sans poser de danger. Cependant, l'équipe avait négligé une étape cruciale, retirer l'amorce. Lors d'une scène précédente, une de ces cartouches avait été tirée. Bien qu'elle n'ait pas de charge de poudre, l'énergie de l'amorce fut suffisante pour coincer la balle à mi-chemin dans le canon. Cette situation crée un piège mortel non détecté par l'équipe. Pour la scène finale, les cartouches factices sont remplacées par des cartouches à blanc. Elles sont conçues pour produire le son et l'éclair d'un coup de feu sans projectile. Mais la balle coincée est toujours dans le canon, invisible et mortelle. L'armurier du film était déjà parti pour la journée, pensant que tout allait bien. Lorsque Massee tire, la cartouche à blanc propulse la balle coincée en avant. Elle frappe Brandon à l'abdomen, avec presque la même force qu'une balle réelle. La balle traverse Brandon, mais il n'y a pas de sang lorsqu'il tombe. Quand le réalisateur crie « Coupé » et que Brandon reste au sol, tout le monde suppose qu'il fait une blague. Mais il reste au sol, immobile, et ne se relève pas. Jeff Imada, un autre acteur et ami, se précipite pour vérifier Brandon. Brandon Lee est inconscient et lutte pour respirer. Il n'y a toujours pas de saignement visible et le pouls de Brandon semble régulier. Mais son pouls ralentit par la suite avant de s'arrêter complètement. La cruelle réalité s'installe et Brandon est transporté d'urgence au New Hanover Regional Medical Center. Après 6 heures de chirurgie désespérée, Brandon Lee meurt dans les premières heures du mercredi 30 et un mars 1993. Le tir est considéré comme un accident dû à la négligence. Brandon est enterré aux côtés de son père au cimetière de Lakeview à Seattle. À la suite de la tragédie, la mère de Brandon, Linda Lee Cadwell, intente un procès contre les réalisateurs. Le procès se solde par un règlement à l'amiable. The Crow est finalement sorti et est aujourd'hui considéré comme un film culte avec une base de fans dévoués. Le 24 septembre 2007, Conway Wycliffe travaille sur le tournage de The Dark Knight de Christopher Nolan. Il a travaillé sur des superproductions comme Batman Begins, Les Fils de l'Homme et Casino Royale. Maintenant, il se trouve dans le Surrey, prêt à contribuer à ce qui deviendra l'un des films les plus populaires de la fin des années 2000. Ce jour-là, Conway est penché par la fenêtre d'un 4x4 tourné vers l'arrière. Il veut capturer le plan parfait de la voiture cascadeuse dans cette séquence d'action. Le véhicule dans lequel il se trouve est conduit par Bruce Monroe Armstrong. Le plan est simple. Filmer la Batmobile pendant qu'elle roule parallèlement à leur véhicule. Alors qu'ils approchent d'un virage, la situation prend une tournure tragique. Le 4x4 dévie légèrement de sa trajectoire et heurte un talus. Puis il percute violemment un arbre sur le bord de la route. L'impact, bien qu'à une vitesse relativement faible d'environ 30 km/h, est suffisamment violent. Conway ne porte pas sa ceinture de sécurité, ce qui aggrave dramatiquement la situation. Sa tête est écrasée entre l'arbre et la voiture dans un choc horrible. Son collègue Ian Mitchell regarde avec horreur le véhicule rater le virage. Il voit le véhicule continuer sur l'herbe pour finalement heurter l'arbre de plein fouet. Conway est déclaré mort sur place, victime de cet accident évitable. Christopher Corbould
superviseur des effets spéciaux, et soumis à un examen minutieux. Mais un tribunal conclut finalement que la mort de Conway était accidentelle. En mémoire de Conway Wycliffe, les crédits finaux de The Dark Knight rendent hommage. Ces 5 histoires nous rappellent que derrière chaque film se cachent des vies humaines. Chaque plan, chaque séquence peut potentiellement tourner au drame. La sécurité sur les plateaux de tournage reste un défi constant pour l'industrie. Ces tragédies ont changé les protocoles et renforcé les mesures de protection. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'industrie du cinéma fait assez d'efforts pour protéger ses équipes? Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui vous feront frissonner.